Ben, merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci à Ludovic Blanco de m'avoir accueilli, le Cercle Bayard bien entendu, de permettre notamment ce genre d'échanges, de conférences. J'en fais un peu partout en France, mais c'est toujours intéressant. Je sais que c'est des questions qui viennent toujours et qui vous saisissent tous de savoir comment ça se passe et comment on peut faire. Je pense que déjà, être ici un samedi après-midi, et comme c'est le cas partout où je vais en France, le fait de se mobiliser, d'être là, c'est déjà extrêmement important. Il faut toujours mettre ça dans la balance par rapport aux autruches, aux tubes digestifs, parce que c'est quand même nous vivons quand même dans une énorme réserve naturelle en France, manifestement, et il faut quand même reconnaître les gens qui se mobilisent, que ce soit militantisme politique ou pas, ou citoyenneté, ou de faire la démarche de venir. Je pense que c'est extrêmement important, et on va en parler aujourd'hui. Alors, merci en tout cas d'être là. Moi, je suis très content. Je fais un peu le tour de France depuis début novembre pour la sortie de ce nouveau livre. J'ai des dates jusqu'à fin juin, donc j'ai commencé à avoir beaucoup de thermomètres dans ce pays, et je vois que la révolte gronde concrètement. Pourquoi ce livre-là, je l'ai écrit parce qu'en fait, c'est des questions probablement que vous vous posez, comme celle-ci, comme celui-ci. C'est au fur et à mesure de mes lives, de mes émissions, de mes rencontres avec vous, qu'on me pose en permanence la question de savoir pourquoi les gens que je connais ne veulent pas se mobiliser, pourquoi les gens que je connais laissent faire ça, pourquoi les gens que je connais, finalement, on ne peut plus discuter avec eux, pourquoi on ne peut plus échanger, pourquoi c'est devenu absolument impossible de discuter. Donc j'ai essayé de répondre en 50 pages, en les prenant tous par le callback, parce que le livre, il est au piment de Cayenne, c'est du C4. Il a été très bien vendu, on a vendu plus de 12 000 exemplaires, donc 12 000 exemplaires, sans aucun... je suis pas allé chez France 2, Laurent Delamèche, j'ai pas fait France Inter, j'ai pas fait France Culture, j'ai pas fait tout ça, donc vous voyez que bien, sans aucun grand média, aujourd'hui, on peut très bien vendre des livres, et d'ailleurs, c'est le cas d'à peu près tout le monde. je crois que le livre de Philippe Pasco, Pillard d'État et premier numéro 1 des ventes, Fabien Bouglet, qui écrit sur l'énergie, que j'ai reçu hier soir dans Putsch Live, c'est pareil, donc vous voyez bien qu'à un moment donné, il y a quand même une partie de la population qui se saisit de ces sujets-là, et qui va chercher l'information. Donc, et on va en reparler à la conférence. Et celui-ci, il revient pareil, c'est les mêmes questions qui se posent. C'est souvent, on me pose les lives, quand je vous rencontre, on me dit, mais quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on reprend le pouvoir? Quand est-ce qu'on reprend le contrôle? Donc je me suis dit, on va essayer d'expliquer en 50 pages comment, à un moment donné, qu'est-ce qui peut nous faire espérer que ce pays redevienne le pays que nous aimons, et le pays qu'on a envie qu'il soit, c'est-à-dire un pays prospère, pérenne, et surtout calme, surtout très calme, où on puisse, à un moment donné, continuer à vivre en société ensemble et se développer chacun dans son truc. Je voulais quand même qu'on dise quand même quelque chose là-dessus, c'est que il y a des raisons à tout ça. Le premier thème, c'est une oligarchie totalement déconnectée. C'est eux qui nous ont poussés dans l'abîme, et il y a une certaine part de responsabilité citoyenne, mais on en parlera après. Moi, ce que je note, c'est que je me dis, en permanence, tous les jours, on vit véritablement dans une insécurité permanente. Insécurité sanitaire, insécurité tout court, vous le connaissez ici à Grenoble, une insécurité alimentaire, une insécurité politique permanente. On vit dans une insécurité totale, absolument. Donc, là où l'État, à un moment donné, devrait nous protéger, là où nous devrions, à un moment donné, avoir la protection de l'État pour les sujets importants, régaliens, puisque nous payons les impôts, je crois, et bien en fait, on n'est plus du tout protégé par personne, et on est contraint, comme là, effectivement, de s'auto-protéger par tous les moyens, une nouvelle fois, par tous les moyens économiques, sécuritaires et autres. Et on est obligé, pour les plus hardis d'entre nous, de se regrouper, finalement de s'agréger, comme c'est le cas aujourd'hui, comme c'est le cas partout en France, pour faire face à une oligarchie déconnectée, et qui manifestement nous veut du mal. Manifestement, c'est une oligarchie qui nous veut du mal, on s'en rend compte tout le temps. Et je commence le livre avec la citation d'Édouard Philippe, c'était en mai 2021. Édouard Philippe, l'émérite, ancien Premier ministre, rappelez-vous, qui maintenant a été à la mairie du Havre et qui maintenant se remet sur les rangs pour 2027. Et on a été parmi les premiers, notamment chez Putsch, à sortir cette séquence. Vous avez Édouard Philippe qui vous dit, notamment dans cette conférence où il est filmé, comme c'est le cas là, vous savez, il égrène toutes les réformes qu'il a mis en place, qui manifestement étaient contre l'intérêt des Français. Et il nous dit, on met cette réforme en place, ça passe. On met cette réforme en place, ça passe. On pensait avoir des manifestations, on pensait avoir des troubles. Et non, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. On peut vous protéger du soleil avec ça. Non, mais ça va, c'est le soleil de Jupiter que j'ai. Ah bon, l'acronyme élimine. Voilà, je rigole. Merci beaucoup en tout cas. Et en fait, Édouard Philippe, concrètement, je vous invite à voir la séquence, c'est absolument incroyable. Ça dure 2 minutes. Et Édouard Philippe nous dit concrètement
que toutes les décisions qui sont prises, toutes les réformes qui passent en force, passent dans l'apathie populaire. Il parle de l'apathie des gens, en fait. Il parle absolument de l'apathie des gens. Et puis, il dit quand même, oui, mais tout de même, on ne peut jamais savoir, quand on est à la tête de l'État, quelle est la dernière goutte qui fera déborder la jarre. Et donc, pour contrer ça, il finit en disant, pour éviter la colère d'Achille, il faut la ruse d'Ulysse. Donc, en fait, cette séquence d'Édouard Philippe, il y en aurait 100 autres, 1000 autres à citer, mais je trouve qu'elle est extrêmement intéressante, c'est d'ailleurs le point de départ de mon livre, où, manifestement, on voit tout le mépris de la caste pour les Français. Tout ce mépris en disant, bon, mais ils sont en train de faire autre chose, ils s'occupent d'eux-mêmes, donc nous, on va continuer à passer, et même si c'est des réformes extrêmement impopulaires, voire illégitimes, parce qu'aujourd'hui on est dans un pouvoir totalement légitime, eh bien on va continuer à faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire faire notre petit beurre, notre petit business, et puis on se moque éperdument de ce que veulent les Français, et puis surtout, on est en train de détruire la nation dans les fondements, littéral. On l'a vu avec la crise des agriculteurs, quand vous attaquez aux agriculteurs, que vous avez défoncé l'énergie suite au plan Mesmer 74, et que vous avez consciencieusement détruit notre puissance énergétique qui permettait d'avoir une énergie à bas coût et décarbonée, et c'est la première phase, ensuite vous attaquez aux agriculteurs. Les agriculteurs, c'est très simple, c'est le tréfonds de la nation. C'est les piliers de la nation qui sont profondément plantés dans nos terres de France. Et là, ces gens-là sont en train de les liquider, ni plus ni moins. Donc c'est en train de mettre en place une liquidation totale du pays. Et tout ça, tranquillement, tranquillouloulou, dans une apathie populaire que j'essaie de décrire là-dedans. Voilà. Je voudrais quand même qu'on prenne des exemples dans cette oligarchie déconnectée. Parce qu'on le sait, mais tout de même, c'est bien d'avoir quelques chiffres. Je voudrais parler notamment de François Villeroy de Galhau. Vous le connaissez, François Villeroy de Galhau? C'est le gouverneur de la Banque de France. Voilà. Et il était à Davos, ce monsieur, il y a 3 semaines de ça, pour le fameux sommet à Davos, là où on nous vend le Green Deal et qu'on nous vend la décarbonation, et où tous ces gens arrivent en Falcon et en jet privé. Voilà. Avec des policiers, des militaires, des chars, enfin bon, peu importe. Et Villeroy de Galhau, tout de même, il faut quand même, je vous rappelle, son salaire. Son salaire, il est de 300 000 € par an, d'accord, et il s'ajoute à ça une indemnité, alors tenez-vous bien vos chaises, il s'ajoute à cela une indemnité de logement brut mensuel de 6 182 €, parce qu'il habite chez lui, il habite pas dans les locaux qui lui sont offerts par la Banque de France, et en plus, il est président de la Banque des réglementations internationaux, la fameuse BRI, et il perçoit une rémunération additionnelle de 56 000 francs suisses pour l'année 2023. Pourquoi je cite ça? Parce que c'est quelqu'un qui vient à la télévision, qui prend la parole, qui dit qu'il faut que les Français se serrent la ceinture. Il faut repousser l'âge de la retraite très tard. Il faut la retraite par capitalisation et surtout, il faut taper dans l'épargne français pour financer la dette. Donc vous voyez qu'à un moment donné, quand vous avez quelqu'un comme ça, qui est à ce niveau de rémunération et qui vient nous expliquer à nous qu'il faut continuer à faire des efforts, manifestement, chez moi, je ne sais pas chez vous, et moi, ça passe pas. Ça passe pas. Et c'est pour ça que je ne vais pas faire une après-midi d'exemple. Je n'ai pas tout l'après-midi. Mais je vais en citer quelques-uns pour qu'on comprenne bien à quel moment cette élite, elle est purement déconnectée, et puis elle est là manifestement pour aller venir se nourrir dans les caisses de l'État, et les caisses de l'État sont remplies, il ne faut jamais l'oublier, chers amis, avec nos impôts. Gérard Larcher, le maître gastronome des paupiètes de veau du Sénat, vous le savez, moi depuis que je suis petit, je le vois Gérard Larcher au Sénat, donc je ne sais pas, à un moment donné, je ne sais pas s'il n'y avait pas un jour de carence avec lui, mais il a commandé un siège à 40 000 balles, donc je sais, on me l'a dit oui, mais le Sénat a fait marche arrière en disant que c'était pas 40 000 balles, qu'il y avait 2 sièges, machin. Grosso modo, si ce monsieur a commandé un siège au Sénat pour 40 000 €, il faut savoir que c'est un poste extrêmement prestigieux, avec tous les avantages dus à la fonction. Et ce monsieur, une nouvelle fois, bon, il a des chauffeurs, il a une sécurité, il a un style de vie, il a un rythme de vie qu'on n'aura jamais, et peu importe. Et ce sont ces gens, manifestement, actuellement, qui nous disent qu'il faut absolument continuer les réformes antisociales, qu'il faut continuer à repousser l'âge légal de la retraite, qu'il faut faire toute une série de réformes, d'austérité, ou du moins d'efforts. Ils appellent ça l'effort, c'est pas l'austérité, c'est des efforts. Et on se rend bien compte qu'à un moment donné, ces gens-là, comme Pierre Moscovici, ce sont des ayatollahs de l'austérité. Des ayatollahs d'austérité, mais pas pour eux. Ils sont pour la flexibilité du travail. Est-ce que vous pensez que Gérard Larcher, il aime la flexibilité, lui? J'ai pas l'impression. Vraiment, j'ai pas l'impression. C'est un postérieur auguste. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est une oligarchie totale qui vit des subsides de l'État, et qui est toujours en train de prôner, manifestement, l'austérité pour tout le monde, pour la population française, manifestement. Notamment sur le travail, la flexibilité, ça revient tout le temps. Ces gens-là, j'ai pas l'impression que François Villeroy de Galhau et Gérard Larcher, véritablement, seraient prêts à aller à France Chômage, à France Travail, France Chômage, ce que j'appelle France Chômage, pour aller chercher un nouveau boulot. Ça me paraît compliqué. Dernier exemple.
J'en ai que 3, mais celui-ci est encore plus récent, vous savez, c'est Éric Lombard. Éric Lombard, c'est le nouveau ministre de l'économie. Alors, je sais qu'il n'est pas très charismatique, mais ça fait pas 2 mois qu'il est là, il doit déjà se déporter de plusieurs dossiers, notamment sur la Caisse des dépôts, la BPI et la Poste. C'est-à-dire qu'il y aurait susceptiblement des conflits d'intérêts avec ces trois enseignes, ou ces trois officines. Donc ça pose quand même un sacré problème, surtout quand il a remplacé, vous savez, Antoine Armand. Antoine Armand, il y a eu Bruno Le Rigolo, il y a Éric Lombard, et puis il y avait Antoine Armand. Alors Antoine Armand, c'était le ministre qu'on mettait au fond de la salle au Conseil des ministres, on le mettait dans un atelier d'éveil éducatif avec des gommettes et des cubes. Parce que comme il ne comprenait pas grand-chose, il fallait bien qu'à un moment donné, on l'occupe, ce garçon. Voilà, donc qui l'a remplacé, c'est Éric Lombard, qui lui aussi est pour aller chercher nos épargnes, notamment sur la dette transition écologique et sur la dette tout court. Voilà, donc on se retrouve 3 exemples très précis qui me semblent être quand même assez caractéristiques d'une élite déconnectée. Ensuite, François Bayrou, il y a 2 semaines. Alors François Plan-Plan, d'ailleurs, moi je suis assez étonné parce que François Plan-Plan, tout de même, il a quand même été 5 ans commissaire au plan, haut commissaire au plan. Poste qui a été créé sur mesure pour lui par Emmanuel Macron en décembre 2020. Moi, je me suis dit, quand vous passez 5 ans en tant que haut commissaire au plan, quand vous arrivez Premier ministre, vous avez un plan. Vous avez au moins un plan. Vous avez un truc, vous avez une idée incroyable qui va nous permettre de sortir de la crise. Eh bien non, mais François Bayrou, il a fait à peu près 12 dossiers sous son histoire de haut commissaire au plan, et il avait manifestement pas beaucoup travaillé. Voilà. Et le pire de François Bayrou, c'est-à-dire qu'un conseil des ministres, il a quand même déclaré, c'était le carnet enchaîné qui le rappelle il y a 3 semaines, il faut quand même se le rendre compte. Il dit notamment, sur les avantages des anciens premiers ministres et des présidents de la République. Vous vous rappelez de ça? Il y a eu à un moment donné, le Sénat a voté un amendement pour essayer de couper le gaz et notamment couper les robinets aux anciens premiers ministres et aux anciens présidents de la République. Et bien François Bayrou, lui, il s'est opposé à ça. Il a quand même justifié en disant que dans ce contexte difficile, il faut savoir assurer ses arrières. Voilà. Donc moi je vous invite, si vous avez le cœur vous en dit, d'appeler votre DGFI, votre centre des impôts local demain, ou l'URSSAF pour ceux qui sont entrepreneurs, demander effectivement s'ils peuvent aussi, pour vous, assurer vos arrières en faisant des abattements ou des minorations de charges. Je crois pas, je pense qu'ils vont avoir un sens de l'humour très approximatif et vous risquez de passer un sale quart d'heure. Voilà. Donc là, dans cette phrase de Bayrou, quand on a cité 3 exemples, mais on peut en citer plein, j'ai pris que ces 3-là, on se rend compte qu'en fait ces gens, littéralement, sont déconnectés, mais surtout ce qui est le plus grave, c'est ils n'ont plus besoin de la nation. Ils n'ont plus besoin de la nation. Ils n'ont plus besoin de la nation, pourquoi? Par exemple, pour la scolarité de leurs gamins. Ils n'ont pas besoin de la nation, ils n'ont pas besoin de l'école publique. Chacun, ses enfants, on l'a vu avec l'émérite Papendiaï ou la ministre de la bourde olympique Amélie Oudéa-Castéra, qu'ils avaient leurs gamins dans des collèges extrêmement privés, avec un enseignement très traditionnel. Et en fait, rien que là, ils n'ont déjà pas besoin de l'école publique parce que leurs gamins sont très privilégiés et par leur réseau, par leur puissance, par leurs moyens financiers, ils sont capables à un moment donné d'aller un peu où ils veulent. Pareil sur la santé. La santé, ils ont accès rapidement à tous les meilleurs spécialistes en moins de 10 minutes par téléphone et avoir un rendez-vous dans l'heure qui suit ou du moins le lendemain. Voilà. Et bon, pour la sécurité, j'en parle même pas. Faut voir où vivent ces gens, bien entendu. Ils n'ont pas un besoin immédiat d'avoir une sécurité de dingue parce qu'ils vivent dans des endroits qui sont totalement, c'est des ghettos littéralement, et puis ils ont aussi toute une foule de gens qui assurent leur propre sécurité, la leur, celle de leur famille, celle de leurs enfants, parfois celle de leurs grands-parents, peu importe. Donc on se rend bien compte qu'en fait ces gens-là, ils n'ont plus besoin de la nation, par contre ils en ont besoin pour les indemnités, pour les traitements. Pour les agences d'État. Les agences d'État, on en reparlera tout à l'heure. Je vais vous donner des chiffres sur les agences d'État. Vous allez tomber de votre chaise. Je ne l'espère pas, bien entendu. Mais c'est absolument dingue. C'est pour ça qu'en fait, ces gens-là, ils ont quand même besoin, de ces postes-là, de ces postes à haut revenu. Et c'est d'ailleurs pour ça que les ministres qui ont été nommés récemment ont demandé, et cela ne sera pas échappé, ils ont demandé des qualifications de ministre d'État. Notamment Manuel Valls, vous savez, la crème catalane de la politique française. Voilà. Donc ces gens, en plus, se servent de l'État pour pouvoir, à un moment donné, surplanter les Français, vivre de leurs impôts, mais par contre, ne plus avoir besoin de l'État en tant que tel. C'est pour ça qu'ils le dépècent, pour faire... on y reviendra après, là-dessus. C'était vraiment une première introduction. Après, le problème de cette histoire, c'est qu'on se dit, mais dans un pays normal, il devrait y avoir une opposition politique. Une opposition politique qui permet à un moment donné d'aller mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Et là, je sais que parmi vous, il y a plein de sensibilités, mais je suis quand même obligé à un moment donné de faire un topo sur l'opposition politique.
quand je dis opposition politique, c'est toute l'opposition politique. C'est de la LFI au RN. Moi, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis absolument sans parti, ni encarté nulle part, et que j'essaie d'avoir un regard, en tant que journaliste politique, de ce qui se passe. Notamment sur la... Moi, j'ai été étonné, je ne sais pas si vous avez vu les déclarations suite au 349.3 de Bayrou, sur la question de la motion de censure. J'ai été impressionné d'avoir le même discours entre le PS et le RN. Impressionné. C'est-à-dire qu'on a eu du Bardella et du Faure qui nous ont dit absolument la même chose. On a l'impression que ça arrivait d'une note par mail de McKinsey. Nous ne voulons pas du camp institutionnel. Nous ne voulons pas du camp institutionnel. Ils ont répété les mêmes choses au même moment, sur les mêmes plateaux, en se disant, vous comprenez, aujourd'hui en responsabilité, nous devons regarder nos électeurs en face pour ne pas aggraver la situation plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais c'est absolument incroyable d'entendre ça. Moi, en tant qu'éditorialiste politique, quand j'entends le PS et le RN avoir la même rhétorique sur ça, je me dis, tout de même, il y a quand même un problème. Alors après, je me dis, est-ce qu'ils auraient pu consciemment voter la motion de censure? Alors moi, je vais prendre quelques exemples très simples. Le camp institutionnel, c'est quand même, c'est Jupiter, quand même, le faiseur de chaos. On va quand même pas se leurrer, notamment. Et après, on pourra en parler, mais je ne voudrais pas faire une conférence de 3 heures. Ne serait-ce que sur l'actualité. La motion de censure, elle aurait pu être votée, ne serait-ce que pour le scandale Nestlé. Est-ce que vous avez entendu le scandale Nestlé? Les microparticules dans les bouteilles, que le gouvernement et que Macron ont couvert. C'est pas moi qui le dis, Mediapart, France Info, tout le monde l'a dit. Rien que ça, c'est quand même un scandale sanitaire sans nom. Il y en a beaucoup de scandales sanitaires. Mais celui-ci, c'est le plus récent. En fait, je prends simplement le plus récent. Avec eux, de toute façon, je vais vous dire, les conférences, elles changent de jour en jour. Parce qu'en fait, ils sont tellement énormes, ils débordent tellement d'imagination, ces gens-là, que je peux faire des conférences tout à fait différentes, que ce soit ici, que ce soit à Tours, à Chartres, à Marseille, parce qu'il y en a tous les jours, en fait. Je peux les embomber tous les jours. Scandale Nestlé. Scandale sur la crise sanitaire, avec le livre de Davé et l'homme. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ou du moins lu quelques entrefilés. C'est notamment la commission d'enquête, dans laquelle était entendue Agnès Buzyn. Il faut quand même le savoir. Qui va dealer au téléphone, par texto, les questions qui vont aller être posées. Et toute une série de choses. Je vous laisse voir le livre parce que c'est absolument incroyable ce que raconte Davé et l'homme. Alors, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec eux. Davé et l'homme, c'est ceux qui ont écrit « Un président n'aurait pas dire ça » pour François Hollande. Voilà. Et ils sortent un truc, c'est sorti il y a 3 semaines. C'est un scandale d'État. Ce qu'ils disent dans leur livre, je l'ai lu, c'est un véritable scandale d'État. Ça aurait pu notamment faire l'objet aussi de la motion. Ou les notes confidentielles de Bruno de Rigolo. Mise de l'économie, qui nous dit finalement, bon maintenant il se dédouane, Bruno bien entendu, en disant que tout le dérapage de déficit public, sur les finances publiques, il avait alerté à plusieurs reprises. Tous les Matignon, l'Élysée et les ministères. Il avait alerté, il avait fait des notes, qui sont ressorties d'ailleurs. On aurait pu quand même demander à Bruno qu'il démissionne dans ce cas-là. Pourquoi il est resté 7 ans, ça, il n'y a que lui qui peut le dire. De toute façon, il s'en fout, parce que pour la nouvelle année, d'ailleurs, il nous a fait un petit compte Instagram. Suivez-le sur Instagram, Bruno Le Maire, c'est très intéressant. Il était sous le Golden Gate à San Francisco, il faisait un petit bonjour comme ça. C'est vraiment intéressant pour un mec qui nous a mis 1000 milliards dans la tête, c'est quand même assez savoureux. Voilà, donc typiquement là, sur les notes confidentielles de Bruno Le Maire, je pense que n'importe quelle opposition de la LFI au RN, et le PS bien sûr, aurait pu notamment voter la motion, mais ensemble. Quand je dis ensemble, c'est vraiment tous ensemble. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Ensuite, on peut continuer à en parler. Maintenant, sur, pareil, même histoire, sur des chiffres qui sont quand même absolument édifiants, qui sont là depuis un certain temps, mais que l'opposition a découvert, là, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, notamment sur l'ADEME. L'ADEME, vous savez, c'est ceux qui vous ont fait un petit tableau pour vous dire combien de fois il fallait changer de caleçon par mois. Voilà, vous vous rappelez? Voilà, les jeans, les caleçons, les soutiens-gorge, même jusqu'au soutien-gorge, les gars. Enfin, quand même, c'est précis. Non, mais il y a des gens qui travaillent quand même. Il y a quand même un travail qui est fait, quoi. Au passage, ça coûte 4,2 milliards d'euros par an, l'ADEME. Voilà. Ensuite, les 483 agences d'État, il y en a plus, il y en a près de 1000, mais il y en a 483 agences d'État qui nous coûtent, là je vous le dis, accrochez-vous bien, elles nous coûtent par an 80 milliards d'euros par an. 81 milliards d'euros par an. Donc moi je sais pas, quand vous êtes dans l'opposition et que vous commencez à voir ce que je vous ai énuméré juste avant et que les chiffres sortent des agences d'État, vous vous dites... Bon, je ne vais pas voter la motion parce que sinon il y avait un cas institutionnel. Je ne suis pas sûr que les 4,2 milliards d'euros de l'ADEME ne soient pas, seulement eux seuls, finalement, un scandale d'État. Voilà. Ensuite, j'ai reçu Christian Gérondeau chez Toxin la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez entendu, et il a dévoilé, Christian Gérondeau, que les accords de Paris nous coûtaient 40 milliards d'euros par an. Oui. La dette.
Voilà, 40 milliards d'euros par an. D'accord? Donc là, si je compte, moi je ne suis pas Bruno Le Maire, hein, mais si je compte 4 milliards, alors on va dire 80 milliards plus 40 milliards, ça fait 120 milliards d'euros déjà d'économies. Et ce qui est intéressant, c'est que là, si on fait ces économies-là, on n'a pas pris 1 centime d'euro dans les poches de Français. Et si je peux ajouter le service public, c'est 4,5, on monte à 135. Voilà, France Inter, France Télévisions, tout ça. Et une nouvelle fois, aucun Français n'a été lésé sur ça. Voilà, je veux dire, on aurait pu très bien, à un moment donné, l'opposition aurait quand même pu se saisir de ces sujets-là. Alors ils s'en saisissent, hein, notamment c'est pareil la ZFE, ils s'en saisissent, mais après quand il s'agit de voter et de sanctionner lourdement ce gouvernement-là et tous les gens qui le composent et ceux qui en vivent aussi, eh bien il n'y a plus personne. On vient nous raconter sur Sud Radio, sur France Inter, sur BFM, sur CNews, sur LCI qu'on ne veut pas du camp institutionnel. Moi je ne sais pas, mais ça c'est un chaos ça. Ça c'est le chaos. Voilà, donc c'est pour ça que je veux quand même qu'on revienne un peu sur cette question de l'opposition politique. D'accord ? Ensuite, une nouvelle fois, enfin, rien que le fait du retour d'Amélie de Montchalin, d'Elisabeth Borne et de Manuel Valls, rien que ça vaut la motion. Rien que ça vaut la motion. C'est même pas la peine d'aller chercher les chiffres. Rien que quand vous voyez arriver Manuel Valls au ministère, vous vous dites, bon Manu, là tu vas pas pouvoir t'asseoir trop longtemps, on va voter motion de suite. Voilà, c'est quand même la crème catalane de la politique française, le type, quoi. Mais c'est hallucinant. Donc non, pas du tout. Donc ces gens sont au gouvernement et eux-mêmes, Manuel Valls et d'autres, ont demandé l'attribut de ministre d'État. Il faut quand même le penser. Voilà. Ensuite, deux dernières choses, rapidement. Là où j'ai un vrai problème avec l'opposition politique, et là, toute l'opposition politique, c'est pareil. Je vais prendre 2 exemples, parce que ça, une nouvelle fois, les médias de grand chemin n'en ont absolument pas parlé. Lorsque Macron a jeté un nonos à l'opposition politique, et il a fallu voter le premier accord de sécurité avec Kokozozo Zelensky. Il y a eu un vote au Parlement, à l'Assemblée nationale, et ce jour-là, il y avait énorme... Tout le monde était là, tout le monde était allé voter, tous les députés étaient là, ils sont tous allés voter, ils ont voté non. Mais la réalité, ils auraient pu voter oui, non, peut-être, on verra. Mais en fait, la réalité, c'est que ce vote était consultatif. Consultatif, ils auraient pu voter ce qu'ils voulaient, ça n'a servi strictement à rien. Ça ne servait strictement à rien, si ce n'est peut-être, ça aurait eu le même impact que de danser la Macarena sur la place de la République à Paris, quoi. À peu près. Ça ne sert strictement à rien. Et ces gens sont tous allés voter, droite et gauche, parce qu'il faut aller voter pourquoi ? Parce qu'il y avait les caméras. Parce qu'il y avait les caméras dans la salle des 4 colonnes, ils ont pu dire oui, les Lucrets, oui, nanana. La réalité, c'est qu'ils sont allés voter. Ensuite, pareil, on a eu sur le Mercosur, deuxième exemple, c'est le dernier que je vais donner, avant de passer à l'autre thème, sur le Mercosur, pareil, quand ils ont vu que ça montait chez nos amis agriculteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Macron a jeté un second nonos, hop, va chercher. On les a tous réunis dans l'Assemblée nationale et on leur a fait voter le Mercosur. Ils ont voté non. D'accord ? Et alors ? Ça ne sert à rien, puisque la Commission européenne a la compétence exclusive de tous les traités commerciaux. Et pareil, même histoire, ils sont tous venus, parce qu'il n'y a pas grand monde à l'Assemblée nationale. Moi, je les regarde, les séances. Hein. Je peux vous dire, je m'enfiaffe des séances, il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. Pour la 3e motion de censure, je crois qu'il n'y avait même pas 100 députés la semaine dernière. Même pas 100 députés en séance. Donc, ces gens-là vont voter, font des grandes déclarations sur les plateaux télé, des matinales très tôt le matin jusqu'à très tard le soir sur les plateaux du soir, pour nous dire que c'est un scandale et qu'il faut s'opposer au Mercosur et qu'il faut ci, qu'il faut mi. La réalité, c'est que quand on vous amuse avec une mascarade pareille, et bien manifestement, rien ne vous dit dans votre petit... Vous n'arrivez pas à mettre vos 2 neurones en face pour vous dire, là on nous prend pour des imbéciles, pour pas dire autre chose. Donc on n'ira pas voter. Non, tous ces gens sont allés voter et après ils ont fait le service après-vente du Mercosur. Et là, une nouvelle fois, hein, je parle de la LFI ou RN. Hein, je n'ai pas de personne. Dernier exemple, et c'est le pire, celui de la dissolution, vous en rappelez, le jour où Yael Braun-Pivet a été réélu. Vous vous rappelez de ça ? En 3 tours, Yael Braun-Pivet a été réélu, la Macronie n'a même pas eu la délicatesse de présenter quelqu'un d'autre. Bah ben non, on va pas se faire chier, Yael elle est là, on la prend, on la remet, voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On est sous un gouvernement démissionnaire, donc les ministres démissionnaires qui sont censés assurer les affaires courantes, et là, donc le jour du vote, nous nous retrouvons avec les ministres démissionnaires qui quittent leur casquette de ministre, et qui viennent leur casquette de député voter au perchoir. J'avais appris dans mes cours d'éducation civique qu'il y avait à un moment donné une séparation des pouvoirs, me semble-t-il. Hein. Donc là, j'ai envie de vous dire que la Macronie a bien fait de faire ça, parce que qui n'a pas fait le job ? C'est les députés de l'opposition. Pourquoi ils ont accepté de participer à cette mascarade ? Une véritable mascarade. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à un moment donné accepter d'aller voter en séance alors que les ministres démissionnaires deviennent des députés et qui vont voter pour la candidat de leur parti, de la majorité, de la minorité présidentielle. Et donc les députés, pareil, de RN à la LFI, sont allés voter et nous ont fait les fanfarons après sur tous les plateaux télé pendant 3 jours. C'est un scandale.
c'est un véritable scandale. Les médias, bien entendu, n'en ont absolument pas parlé. Personne n'a noté cette incroyable, à un moment donné, c'est une escroquerie parlementaire. Et donc, si elle est parlementaire, elle est forcément démocratique. Voilà. Je veux dire qu'à un moment donné, on a un véritable problème par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a une opposition politique qui ne fait plus son rôle. Je vous passerai les 26-49-3 d'Elisabeth Borne, je vous passerai tout ce qui a été fait. Donc ça pose la question de l'incarnation parlementaire, et c'est la fin aussi de la fonction tribunicienne d'un parti d'opposition qui, à un moment donné, pourrait dire ben moi, ce parti-là m'intéresse, je vais voter pour lui parce que j'estime que s'ils arrivent au pouvoir, ils pourront littéralement changer de trajectoire. Ça pose un véritable problème, parce que, à un moment donné, ça liquéfie littéralement notre système parlementaire, notre démocratie représentative. Littéralement, ça la liquéfie, c'est-à-dire que vous n'avez plus confiance, même dans les partis d'opposition. C'est terrible, hein, c'est une régression démocratique totale, hein. Total. Et les médias, une nouvelle fois, j'insiste sur les médias, on en parlera rapidement tout à l'heure, mais ça veut dire qu'à un moment donné, si vous avez des médias, des grands médias, entre guillemets bien entendu, qui faisaient la une là-dessus, sur les exemples que je vous ai donnés, ça bougerait un peu aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on laisse passer, et notamment pour les remaniements ou la motion de censure, les médias, tous, ils le font pareil. Ils mettent un journaliste, alors c'est marrant parce que, comme je connais bien le système, vous avez l'Élysée, vous avez Matignon, vous avez un carré devant l'Élysée de l'autre côté du trottoir, et là vous avez sur un périmètre qui doit être un tiers de la salle, vous avez une trentaine de journalistes qui surveillent les caméras et qui attendent, qui scrutent toutes les voitures qui passent pour essayer de donner une information, qui est dans la voiture, qui est pas dans la voiture, qui est dans la voiture. Et ces chaînes info font ça toute la journée, et en plateau, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver les gens qui pourraient être nommés Premier ministre. Donc en fait, on ergote, on palabre comme ça pendant 3-4 jours, une semaine, sur les potentiels premiers ministrables. Et puis, parfois c'est rigolo, parce qu'on a quand même des anecdotes, quand on est journaliste. Parfois vous avez une voiture, une berline qui arrive, vous avez des journalistes qui appellent leur régie pour les faire en direct, on ne sait jamais, c'est peut-être le Premier ministre qui arrive, ou le nouveau Premier ministre, et on leur dit mais non, on arrête l'antenne, c'est un Uber en fait, c'est juste un Uber, c'est un livreur. Non, voilà. C'était pareil qu'avec Strauss-Kahn. Quand Strauss-Kahn était à New York notamment, vous aviez des caméras qui étaient fixées sur l'hôtel, je ne sais pas si vous en rappelez, qui étaient fixées sur l'hôtel de Strauss-Kahn, et en fait dès qu'il y avait le porte bougé, tout le monde arrivait en breaking news. Voilà un peu le problème aussi des médias, parce que ces scandales-là devraient être relayés par les médias, littéralement. Et ils ne le sont jamais, ce qui est à mon avis quelque chose qui est absolument dingue. Dernière chose, l'opposition politique, on peut en discuter pendant 2 ans, mais la réalité c'est que j'aimerais savoir qui, une nouvelle fois, qui siégeant à l'Assemblée nationale, et pour la sortie de l'Union Européenne, absolument personne. Plus personne au sein de la députation n'est pour la sortie de l'Union Européenne, donc ces gens participent à un théâtre, à une mascarade, et c'est absolument un scandale, et je pense qu'il n'y a plus d'opposition politique, je parle toujours bien siégeant à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire qu'à un moment donné, les gens ils sont pas débiles, malgré ce que croit Patrick Cohen, les gens ne sont pas débiles et ils réfléchissent à tout ça, et moi je suis assez inquiet par rapport à ça. Mais on va avoir de l'espoir dans cette conférence, bien entendu, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est encore plus dramatique que ça, pour finir sur l'opposition, c'est-à-dire qu'en fait la classe politique, il ne faut jamais oublier, c'est un tabou qui est énorme ça, la classe politique, opposition ou majorité, est en fait tributaire d'un système financier économique. Pourquoi? Parce que quand vous êtes député, et le parti gagne de l'argent, quand vous êtes élu, déjà, personnellement, vous avez des indemnités, mais le parti aussi remporte de l'argent, au niveau national. Et au niveau européen, c'est absolument la même chose. Ce sont des machines à cash. Donc j'ai envie de vous dire que, à un moment donné, les gros partis politiques, ils sont absolument comme les marchés financiers. Ils n'aiment pas l'incertitude. Donc allez voter une motion de censure. Si jamais derrière c'est Macron qui dégage, c'est une incertitude totale. Ils n'ont pas envie de ça. Finalement, on parlote, on parlemente, beaucoup de tractations en coulisses. On va sur les plateaux télé pour nous expliquer qu'à un moment donné c'est un scandale, qu'il faut voter ci, il faut voter mi, il faut voter la motion pour voter la motion. La réalité c'est qu'en fait tout le monde s'entend à la fin de la LFI au RN, une nouvelle fois, parce que la LFI pose des motions en sachant très bien que le PS et le RN ne les votera pas. Donc à un moment donné il ne faut pas non plus me raconter n'importe quoi. Ces gens-là savent que c'est voué forcément à l'échec. Mais du coup, le système il change jamais. Il change jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'allez pas mordre la main qui vous nourrit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est une analyse que peu ont, mais je suis désolé de vous dire que quand on connaît un peu le fonctionnement de la démocratie et de la classe politique en France,
les élections sont des machines à cash, tout simplement. Les législatives, c'est absolument colossal. Voilà un peu aussi pourquoi nous sommes les manants, nous sommes les gueux d'une république maquerelle, hein, qui festoie sur notre dos à nous, c'est-à-dire les citoyens, et finalement on continue à prélever des impôts et on continue dans les palais de l'Élysée et les palais ministériels de faire des grosses bamboches comme on l'a vu pendant le Covid. Voilà. Et après, bien sûr, on a Emmanuel Macron, vous le savez, qui entre-temps, lui, fait des TikTok sur la possibilité de payer au péage avec son téléphone. Bon, manifestement, je pense que là, on a atteint le point de non-retour, ou qui a fait la dernière fois, vous l'avez vu, une vidéo sur l'IA. Hein, il a lui-même... Non mais voilà, je pense qu'à un moment donné, je sais pas, il faut que quelqu'un lui dise, que Nemo lui dise, que Brigitte lui dise, il faut que quelqu'un lui dise à Macron, arrête là-dessus. D'ailleurs, à ce niveau-là, un peu de promo, mais mardi soir sur Putsch Live, je vais recevoir Étienne Campion, qui est un journaliste à Marianne et qui vient d'écrire sur le président toxique. Et vous allez voir ce que dit Étienne Campion, qui a énormément de sources au sein même de l'Élysée dans le premier cercle, ce que les plus proches d'Emmanuel Macron se disent sur lui, c'est absolument édifiant. Et je le reçois mardi soir dans Putsch Live sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à venir parce que je pense que ça va être une émission extrêmement intéressante. Rapidement, je le fais rapidement sur les médias parce que vous le connaissez. Moi, vous savez, je suis média indépendant comme les autres, comme tous les copains qui visionnaient. Bien sûr qu'un pouvoir comme ça, ce que je cite là, il y a beaucoup d'exemples, mais je veux dire par là, c'est que tout ça ne tient, d'une part, on l'a vu avec les manifestations des Gilets jaunes et des agriculteurs, je rappelle quand même qu'on a vu ces images terribles avec des centaures face aux agriculteurs. Là, je pense que collectivement, tout cela est inacceptable. Je pense que collectivement, quand je dis collectivement, c'est collectivement nous tous, je veux dire une grosse majorité de Français n'aurait jamais dû l'accepter, mais bon, c'est passé, comme disait Édouard Philippe au début de la conférence. Les médias, le pouvoir, pour moi c'est un véritable régime. Hein. Le régime, il a besoin des forces publiques, des forces armées, ou du moins des policiers, des gendarmes, pas tous, mais ils en ont besoin pour tenir l'ordre. Et ensuite, il y a les médias. Les médias, c'est comme ça qu'en fait vous tenez un pays, notamment, c'est-à-dire quand vous avez des médias qui ne font pas le travail d'information. Je ne sais pas si vous le regardez, bon, moi j'essaie de le faire encore, hein. C'est compliqué, je ne vous cache pas. Si vous regardez le JT de France 2 et de TF1, le JT de France 2 et TF1, mais c'est un monde à part. Moi je cherche, à chaque fois il faudrait que je leur écrive, leur demander, mais de quel pays parlez-vous? Vous pouvez me placer ce pays sur la carte parce que je ne vois pas où il est ce pays, moi. Mais ces JT-là, c'est de la désinformation pure et dure. Pure et dure. Ce ne sont pas des JT, ce sont des magazines. Vous avez des sujets luxe, des sujets loisirs, des sujets voyage, ou alors les éboulements. Je sais que récemment, il y a eu un éboulement pas loin, assez loin, mais bon, dans le secteur. Et bien, ce soir-là, TF1, France 2, BFM et d'autres ont ouvert les journaux sur l'éboulement qui avait laissé des centaines de nos compatriotes dans des voitures. C'est malheureux, on va pas... Mais je suis pas sûr qu'en tant que journaliste, sur la chronologie, sur l'importance que j'aurais donnée dans ma conférence de rédaction, j'aurais dit, on va ouvrir le journal sur un éboulement en Savoie. Manifestement, avec la situation dans laquelle est le pays, je pense que c'est pas l'objet. Et manifestement, on voit bien qu'il y a une façon de contourner, d'esquiver et d'éluder. Et la désinformation, c'est éluder des sujets aussi. C'est pas forcément, beaucoup c'est le cas, hein, de dire à peu près n'importe quoi ou d'avoir des angles très précis sur des sujets, mais c'est surtout ne pas parler des sujets qui à un moment donné sont fondamentaux. On en a parlé en début de conférence. Et là, on se rend compte que les médias, les grands médias, ont cette capacité à éluder. Pourquoi? Parce que c'est une endogamie. Parce que les grands journalistes, quand je dis grands, c'est connus, célèbres si vous préférez, les célèbres éditorialistes qui ont des salaires à 5 chiffres, ils connaissent, c'est le même monde à Paris. C'est exactement le même monde. Ils vivent dans une endogamie, ils vivent dans les gamins vont dans les mêmes écoles, ils partent en voyage ensemble, souvent ils sont en couple ensemble, ou ils ont des histoires ensemble, et ils se connaissent en permanence. Ce sont des cercles de pouvoir et d'influence dans lesquels ils n'ont aucun intérêt, à un moment donné, à mettre le doigt où ça fait mal. Parce que s'ils mettent le doigt où ça fait mal, s'ils mettent un pen C4 dans la fourmilière, ils sautent avec. Vous voyez, je parle que des grands médias, et je parle que des grands historiens, je ne parle pas des journalistes que je connais, qui sont pigistes et qu'on envoie sur les manifestations, hein, et qui sont payés à coups de lance-pierre. Je parle des gens qui sont sur les plateaux télé, d'accord. On verra notamment la famille Duhamel et toutes les connexions, mais il n'y a pas qu'elle, hein, il y a beaucoup comme ça, hein, c'est pas le problème. Dire par là, c'est que c'est une même endogamie, donc grâce aux médias encore, ils arrivent à tenir. C'est aussi ça, une partie de la réponse en disant, pourquoi moi ça pète pas? Parce que tous ces sujets ne sont pas abordés. Mais alors, et on parlera après de la masse critique. Vous voyez? Donc il faut quand même avoir ça en tête là-dessus. Troisième partie, on va parler littéralement du massacre social et économique de ce pays. Vous le savez, un chiffre qui a été sorti récemment, d'ici le mois de mai, ça sera 300 000 emplois qui vont être supprimés dans l'industrie.
300 000 emplois. Vous imaginez? Dans 3 mois, il y aura 300 000 personnes qui seront licenciées, notamment des grands bassins, qui restent des grands bassins industriels. C'est quand même absolument un scandale. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron et tous les autres vous disent, les mérites, Roland Lescure et les autres vous disent qu'à un moment donné, on a engagé un processus de réindustrialisation, ce qui est totalement faux, bien entendu. Et donc, nous allons encore avoir 300 000 emplois supprimés. Moi, je vais parler pour ma petite chapelle, c'est-à-dire des entrepreneurs, parce que je suis un petit entrepreneur des médias. 2024, c'est 70 000 entreprises qui ont fermé. Je rappelle à toutes choses utiles qu'un entrepreneur comme moi qui ferme sa boîte, il n'a pas de chômage, il n'a rien. Hein. Il est à poil. Il est à poil, c'est-à-dire qu'il se retrouve sans rien. Et et peut-être qu'il aura la chance aussi que l'URSSAF ne le poursuive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Même si l'URSSAF ne le poursuit pas parce qu'il n'a pas de dette, et heureusement, tant mieux pour lui, ça n'empêche pas qu'il est à poil. Il n'a pas de chômage, il n'a absolument rien du tout, il repart de zéro. Voilà, 70 000 entreprises, TPE, PME, ça fait quand même très lourd. Donc là, vous imaginez bien qu'à un moment donné, il va y avoir un vrai problème. D'ailleurs, c'est le cas. On voit bien qu'en France, l'industrialisation, suite au marché de libre-échange, suite à la mondialisation, suite notamment à la directive travailleurs détachés, qui est notre problème, eh bien, on se rend compte que la France, en fait, on est normé, on est écrasé de charges, les contribuables et aussi les entrepreneurs. Par contre, on est ouvert au cas de vent et on est en concurrence, c'est le monde entier. C'est d'ailleurs le problème des agriculteurs. C'est pour ça que j'ai souvent dit dans les médias que les agriculteurs, c'était une liquidation délibérée. Ces agriculteurs, on leur met des normes incroyables en France, des normes incroyables, la surtransposition, comme ont beaucoup expliqué mes amis agriculteurs. Et moi, je suis petit-fils de vigneron dans l'Hérault, donc je connais un peu le problème. Et finalement, d'un côté, vous les écrasez de charges et de normes, vous les écrasez littéralement, leur écrasez la nuque, et de l'autre côté, vous les mettez en concurrence avec le monde entier. Mais comment vous voulez qu'ils en sortent, en fait? C'est juste pas possible. Et en fait, la réflexion que je porte, je ne suis pas la seule à le porter bien entendu, c'est que c'est une volonté délibérée de les liquider. Voilà, vous ne pouvez pas dire on vous met des normes et puis on vous met en concurrence à la moitié de la planète. Même pas la moitié, la planète entière. J'étais la dernière fois en conférence, c'était d'ailleurs à Marseille, et à la fin de la conférence, j'ai un responsable des cuisines d'un hôpital qui est venu me voir et qui m'a dit, pas plus tard que ce matin, j'ai fait monter une palette en cuisine, et quand j'ai ouvert la palette, il y avait de l'agneau de Nouvelle-Zélande qui était congelé depuis 3 ans. Mais l'agneau, il était aux 4 € le kilo. Voilà, et c'était un CHU, c'était un service pédiatrique. Voilà, donc on a des gamins, d'ailleurs, le gouvernement a voulu quand même, vous savez, a voulu baisser de 15 millions d'euros la recherche sur les cancers pédiatriques. Il y a bien Camille Monchoin qui vous dit que c'était pas vrai, si, Amélie, il ne faut pas dire des bêtises, si, c'était le cas d'ailleurs, parce qu'après ils font marche arrière ces gens, Donc pour revenir à cette histoire de palette, vous voyez bien qu'à un moment donné, on ne peut pas mettre en concurrence aux éleveurs avec des trucs de Nouvelle-Zélande qui sont congelés depuis 3 ans et qui arrivent à 4 € le kilo dans les palettes. À un moment donné, il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens, et c'est pour ça qu'à un moment donné, je reviens à cette idée-là, c'est quand vous avez supprimé l'énergie de ce pays, notre centrale nucléaire, et que vous avez arrêté le projet Astrid, le projet Super Phoenix, vous avez tout arrêté, et que maintenant vous attaquez aux agriculteurs, c'est-à-dire que vous voulez saper les fondements de la nation, et qu'est-ce que vous voulez faire après? Et bien qu'est-ce qu'on a fait à la place? On a fait des auto-entrepreneurs. Voilà ce qu'on a fait. On a fait 1 million de livreurs de pizza. Voilà ce qu'on a fait, c'est Macron qui les a poussés, c'est sur ça que je continue mon déroulé là-dessus. On a dit aux gens qui étaient en difficulté, qui étaient en grande précarité, on va vous arranger le problème, c'est Macron, c'est l'ubérisation, on va faire un truc très simple, vous avez plus de boulot, bon maintenant vous arrivez en fin de droit, de chômage, vous avez 2 gamins à charge, bon, vous n'avez pas trop de formation, ça c'est le dictit de Macron, eh bien on va vous libéraliser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vous permettre un quart d'heure sur votre ordinateur à vous créer en tant qu'auto-entrepreneur, d'accord? On va vous faire un numéro SIRET provisoire, et puis on ne vous mettra pas de TVA. Comme ça, vous ne serez pas emmerdé par la TVA, et vous pouvez, si vous faites de la couture, si vous faites de la réparation, si vous êtes artisan, j'ai pas mal d'artisans copains dans mon village, qui sont auto-entrepreneurs. Et puis, on les a poussés vers l'auto-entrepreneuriat, d'accord, en leur disant, tu vas voir, c'est super sympa. Savoir qu'en 2023, le salaire médian de l'auto-entrepreneur était de 475 € par mois. Pas ça, je ne peux pas dire que c'est Bernard Arnault, quoi. Voilà. Et la dernière fois, j'étais dans une conférence pareille, j'ai une dame qui était infirmière, qui a été suspendue, et qui a essayé d'aider les gens du village comme une sorte d'écrivain public, voilà. Et donc elle a essayé, et vu que le pouvoir d'achat est plus qu'en berne, est en chute libre, et bien son chiffre d'affaires mensuel sur les 3 derniers mois, c'était 20 €. Voilà. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, donc je finis sur mes auto-entrepreneurs, c'était d'ailleurs la proposition, c'est pas la proposition, c'était ce qui était dans le projet de PLF 2025, et ben c'était de faire baisser les seuils. Pour à un moment donné, que de plus en plus de gens puissent rétribuer la TVA, la facturer et la redonner à l'État, bien entendu. Et ils se sont dit, on va récupérer 400 millions d'euros avec ça. D'accord. Mais en fait, c'est juste pas possible.
Parce que les gens ne peuvent pas en fait assumer ce genre de choses. C'est pas possible. L'entrepreneuriat a été fait notamment pour que les gens puissent à un moment donné vivre d'une qualité, d'une façon de faire, d'une spécialité qu'ils avaient eu dans un cadre très simple. Même si à mon avis c'est la fin du droit du travail, mais peu importe. Et un an après on leur dit maintenant c'est terminé, on va vous baisser les seuils de TVA et on vous envoie à la mort. C'est ça la réalité. Et François Bayrou, qui est quand même formidable, lui aussi, il nous dit quand même, parce qu'il faut savoir que Bercy avait filé à François Bayrou une fiche avec 25 mesures. 25, pas 150, 25. Et François Bayrou a le culot de nous dire, ils ont rattrapé là, oui, qu'il n'avait pas vu, qu'il avait oublié de lire la ligne. Alors, pour le haut commissaire au plan, franchement, c'est pas un plan, quoi. Je pense que son Bayrou, il n'a même pas commencé à faire un tableau Excel depuis qu'il est au commissaire au plan en 5 ans. Voilà, je veux dire par là. Donc, le budget aussi, parce que je veux qu'on parle de ce massacre social. Il y a eu notamment, savoir aussi que la contribution financière va être record en faveur de l'Union Européenne, qui est colossale, on est à près de 28 milliards d'euros par an. La suppression de 5000 postes au sein même de la PJ. Est-ce qu'à Grenoble, on n'a pas besoin de police judiciaire un peu pour traiter les dossiers, pour traiter les affaires? Bon, je pense qu'on a besoin de policiers, de la police judiciaire, des services, pour traiter les enquêtes, pour faire des recoupements, pour essayer d'endiguer ce qu'on peut endiguer. Eh ben non, là, 5000 postes. 5000 postes. J'ai pas entendu Bruno Retailleau se plaindre de ça. C'est étonnant, moi je suis toujours un peu stupéfait quand je vois ce genre de comportement. Voilà. Donc, il y a ça. Aussi, la baisse de 300 millions d'euros des APL. On peut en parler, hein. À Montpellier, je sais, comme beaucoup d'universités en France, il y a énormément d'étudiants qui font la queue pour aller bouffer le soir. Disons quand même qu'il y en a certains, j'espère et je le crois, qu'il y en a certains, bon moi j'ai pas l'exemple probant d'un travail acharné à la faculté, d'ailleurs j'ai fait autre chose après, mais je veux dire, il y a quand même des étudiants qui essaient de s'en sortir comme ils peuvent, c'est peut-être pas une majorité, mais au moins, donc ces gens passent plus de temps à aller chercher à bouffer, chercher des colis alimentaires dans leur fac ou au secours populaire que de travailler, c'est un scandale, donc ces gens continuent à baisser de 300 millions d'euros les APL. Voilà, après bon, il y a eu aussi la TVA chaudière qui passe de 5,5 à 10%. C'est une directive européenne. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, on se retrouve avec quelque chose qui est absolument catastrophique, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans un plan d'austérité. Alors on nous dit non, il n'y a pas d'austérité parce qu'on dépense encore plus. Non, on dépense encore plus, on dépense surtout là où on n'aurait pas dépensé. Quand je vous ai cité les 80 milliards d'euros que nous coûtent les agences d'État, quand je vous ai cité les 4,2 milliards d'euros que nous coûte l'ADEME, quand je vous ai cité les 40 milliards d'euros que nous coûtent les accords de Paris chaque année, là il y a 130 milliards d'euros à faire. Je rappelle que la réforme des retraites, ils nous ont cassé les sabots pour 12 milliards. Pour 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros. On fera après les questions. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, ça dépend. Les dépenses sociales, c'est pareil. On peut en parler moi, j'en parle très librement. Les dépenses sociales, la CMU, la ME, le PUMA, on peut en discuter. À un moment donné, on peut pas soigner la terre entière. Ce n'est pas possible. Et j'ai reçu d'ailleurs Morgan Trintignant. Je ne sais pas si vous le connaissez, Morgan Trintignant. Il est patron de plusieurs bars en France. Ça s'appelle les Barracuda, c'est un concept de romerie. Et il disait quelque chose d'intéressant chez moi dans Putsch Live lundi soir. En fait, il disait dans ce pays, on aide tout le monde. Et puis après, on impose les gens à la hauteur de ce qu'on aide. Lui, il disait, il faudrait peut-être faire le contraire. Il faudrait peut-être à un moment donné avoir un taux d'imposition avec un volume d'aide et ensuite aider en fonction de ce que nous encaissons. Et je trouvais cette démarche assez intéressante venant de Morgan Trintignant, qui est comme moi chef d'entreprise, pas dans le même secteur, mais qui à un moment donné me semble être tout à fait intéressant. Voilà. Donc vous voyez qu'à un moment donné, nous sommes en train dans un budget de l'austérité qui ne vient pas de nulle part. Hein. Qui ne vient pas de nulle part. Il vient manifestement de l'Union Européenne. Il faut arrêter de se raconter les choses. Alors que on a une classe politique depuis 30 ans qui trahit délibérément les Français, qui les écrase et qui les massacre. Les agriculteurs en ont parlé, les gilets jaunes aussi, on peut en parler rapidement sur ce retour du peuple en 2018. Et c'est d'ailleurs eux qui avaient compris. Les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils comprennent dès le début? Les gilets jaunes, ils font immédiatement le lien entre leur déclassement économique et les politiques menées. C'est eux les premiers qui se rendent compte qu'en fait, leur niveau de vie baisse en flèche, et en fait, comprennent que c'est les décisions politiques qui sont responsables de ça. C'est pas comme eux, les autruches étudiatifs. Eux, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent. Tant qu'ils auront... Les gilets jaunes me le disaient sur les ronds-points, tant que ces gens, ils auront un yaourt dans le frigo, ils diront rien. C'est vrai, c'est terrible. Et ces gens-là, ce qui est le problème de ces gens-là, cette masse apathique, ce que j'appelle l'apathie populaire, eh ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eux, ils ne font pas le lien entre leur déclassement économique et l'édition politique. Je prends un exemple très simple, et ici je ne suis pas là pour faire la promo d'aucune marque, mais je vais prendre des exemples très simples que je connais, des gens que je connais. Ils me disent, ben, il y a 3 ans j'allais chez Leclerc. Il y a 2 ans je suis allé chez Lidl. Aujourd'hui je suis chez Action. Voilà. Donc vous êtes dans le déclassement économique total. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat qui baisse, et en fait ils sont dégradés au niveau de l'alimentation. Mais ils ne font pas le lien
ils vous disent, alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils me disent, en fait, ils me ressortent des arguments des hard discounters. Ouais, mais c'est les mêmes produits, les mêmes qualités. C'est pareil. En fait, ils ont incarné, ou du moins, ils ont appris, ils ont mâché finalement et digéré le produit marketing ou le marketing de ces hard discounters qui finalement les exonèrent d'y aller, tout en ne pensant pas qu'ils sont totalement déclassés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le déclassement absolu. Je parle sur l'alimentation parce que c'est quelque chose chez nous qui est vraiment, on le voit, c'est l'alimentation, on voit que les gens, sur 3 ans, ils sont vraiment déclassés. Et eux, ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, la volonté politique, le carburant, l'inflation, les prix de l'énergie, tout ça, c'est des décisions politiques. Ils me disent, oh, moi je m'en fous de la politique, toi ça te passionne, ils me disent. Bah non, ça me passionne pas des masses en fait, je préférais faire autre chose moi l'après-midi, tu vois, que d'écrire des livres ou me prendre la tête sur des projets de loi ou des traités européens. Ils me disent, ça te passionne. Non, ça me passionne pas. C'est qu'à un moment donné, tout est politique. Et ils me disent, ouais, mais tu comprends, bon, la politique, ça m'intéresse pas. Et je finis la phrase, donc il n'y a aucun intérêt, enfin, il n'y a aucun risque que la politique s'intéresse à toi. Mais si, la politique s'intéresse à toi. Tout le temps, elle s'intéresse à toi. Donc ça, c'est vraiment un problème. Ça, ces gens-là sont un problème. Mais ça vient pas de nulle part, ça. Hein. Ça, c'est 30 ans d'abrutissement de la population. Hein. C'est l'effondrement de l'éducation nationale, c'est la perte des valeurs, c'est la fin de la famille. C'est ça, la réalité de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des gens qui ne ont plus conscience de faire partie d'une nation. Pour eux, ils sont là en français, ils vivent dans leur petit coin d'univers, ils sont là, ils se sentent ni français, ils ne sont pas citoyens, ils sont comme des espèces d'atomes fluides qui se déplacent dans un périmètre assez restreint, c'est-à-dire la famille, leurs enfants et quelques amis, et leur boulot, ils ont encore la chance d'en avoir un, et en fait, ils ne comprennent pas que nous faisons partie d'une nation et que notre rôle de citoyen permet d'être l'antidote à ces gens-là. Littéralement. Et ces gens-là, en fait, ont tout accepté. Et ils sont, je le dis sans aucun problème, ces gens sont, à un moment donné, les complices de ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont les complices, sans le vouloir, hein. Faut dire, c'est pas délibéré, les complices involontaires. Parce qu'ils n'ont absolument jamais lutté, jamais gueulé, ou ne serait-ce que ils ne sont jamais renseignés. Ils ne discutent jamais comme ça, ils viendront jamais dans un truc comme ça. Mais pour eux, vous les verrez jamais dans un truc comme ça. Jamais, jamais. Qui que ce soit qui soit à la table, hein. Ils viendront absolument jamais. Ils n'en ont rien à faire. Ils sont dans leur petit périmètre personnel, égoïste et hédoniste. Et tout ce qui se passe ailleurs ne les intéresse pas. Je vais vous faire on était avec ma compagne qui est là, un jour chez nous, et c'était les élections présidentielles. C'était 2022, et on a des amis qui viennent à la maison, et au milieu du repas, après un apéro assez corsé, tu vas voter pour qui, toi? C'est-à-dire qu'elle ne savait pas du tout pour qui elle n'avait pas lu les programmes, et il était 15h, hein, dimanche après-midi. Et donc là, je me retrouve totalement interdit. Je me dis, en fait, elle sur rien du tout. C'est des gens qui me suivent. Ils ont 2 gamins à charge. Et il est 15 heures après l'apéro. Elle me demande à qui nous avons voté. Déjà, je n'ai pas dit. Déjà c'est d'ailleurs pour ça que j'ai expliqué qu'il y avait un isoloir, s'il y avait un petit rideau et tout, c'est qu'il y avait une raison, quoi. Enfin, voilà, il y avait une raison, quoi. Sinon, on faisait la main levée, c'était moins rigolo quand même. Et en fait, je me suis rendu compte là qu'à un moment donné, elle venait nous demander conseil parce qu'elle-même ne savait même pas qui se présentait. Et ces gens, 2 gamins à charge, 2 gamins en bas âge, à la maison. Donc manifestement, là, vous vous rendez compte que c'est perdu. Comme je dis souvent, eux, on ne va pas les noter pour faire la révolution. On ne prend pas leur nom, c'est pas la peine. Voilà. Et donc, c'est terrible. Non, mais c'est terrible, on ne prend pas leur nom à ces gens-là. Et donc, on va finir là-dessus. On va finir par la dernière partie, bien entendu, qui est quand même la plus intéressante. C'est-à-dire que le message d'espoir et cet éveil citoyen que moi je vois partout en France, même si vous pouvez penser que les 5 dernières minutes étaient quand même, et c'était un peu la soupe à la grimace. Je parlais des gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça a été les canaris dans la mine. C'est eux qui avaient tout vu au début. Ils avaient tout vu. D'ailleurs, regardez le traitement des médias sur les gilets jaunes. Regardez le traitement qui a été fait. Le même traitement qui a été fait sur les agriculteurs d'ailleurs. Les mêmes. Hein. Fascistes, séditieux, extrême droite, ils ne comprennent pas, on ne comprend pas ce qu'ils veulent, les revendications sont éparses, on ne comprend pas trop, et puis vous êtes probablement près du RN, c'est toujours pareil, proche du RN, c'est toujours pareil. Puis les Gilets jaunes, ils ont fait quand même les coups de l'islamophobie et de l'antisémitisme, parce que là, on est quand même, non mais là, il y a des gens qui ont une intelligence redoutable. Donc, eux, les Gilets jaunes, ils ont vu le coup de grisou que nous vivons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on le vit, on est dans le mur. Donc eux, ils l'ont vu, et c'est parce que je vous le disais, ils ont compris le déclassement. Ils ont pris conscience du déclassement. Donc il y a eu une réflexion citoyenne. De prendre conscience de son déclassement, c'est extrêmement important. Et puis, ils ont été violemment réprimés. Pourquoi ? Parce que les Gilets jaunes ont été le pire cauchemar de l'oligarchie. Le pire cauchemar de l'oligarchie. Pas de syndicats, pas de partis politiques, des masses de gens partout
on ne peut pas discuter avec personne, parce qu'il n'y a pas de porte-parole. Donc ça, c'est la vraie émotion populaire. C'est l'émotion populaire qui ne peut pas être canalisée, comme c'est le cas notamment avec les syndicats. On n'a pas parlé, mais on pourra en parler, mais peu importe, là n'est pas l'objet. Et puis, ça a été surtout, je le répète, les lanceurs d'alerte populaire. Et il fallait absolument les réprimer très vite, parce qu'il fallait surtout pas, que les autres citoyens se rendent compte de ce qui se passait, ou du moins les autres Français se rendent compte et puissent s'agréger petit à petit au mouvement. C'est pour ça que dès le début, on les a littéralement massacrés. Voilà. Eux, ben oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous entends me poser la question, d'ici je l'entends. À un moment donné, eux, ils vont pas avoir le choix de toute façon. Eux, ils n'auront pas le choix. Parce que quand il n'y aura plus le fameux euro dans le frigo, ils n'auront plus le choix. Et puis je le dis souvent, hein, parfois ça choque, mais eux, le jour où vraiment ils pourront plus payer leur crédit maison, leur crédit bagnole, qu'ils pourront plus acheter ce qu'ils veulent à leurs gamins, qu'ils pourront plus s'abonner à Netflix, ou pourront plus s'abonner à Apple Tunes, eux, le jour où ils vont se rendre compte qu'on les a floués et trahis, ils vont frapper eux. Eux, ils vont frapper. Eux, ils rigoleront pas. Ces gens-là, ils rigoleront pas. Et c'est ça qui s'en passe. Ça, cette masse prétendue inerte cette apathie populaire, le jour où ils vont prendre conscience, à mon avis, eux, ils auront un sens de l'humour très très approximatif. Pourtant, tous les pouvoirs, notamment le régime qui nous gouverne aujourd'hui, eux comptent énormément sur eux. Ce que je disais avec Édouard Philippe au début, rappelez-vous, ça passe. C'est comme ceux que j'ai vus tout l'après-midi, on s'est fait la même réflexion avec Nadine qui est là avec moi, mais quand on a pris l'autoroute tout à l'heure, on voit encore, alors je suis allé au ski, ça fait bien longtemps que je suis allé au ski, mais on se retrouve sur l'autoroute avec des gros SUV, avec des skis comme ça, et on se dit, mais quand Bayrou, il regarde Bison Futé, qu'il voit qu'à un moment donné, ça bloque à Grenoble sur 40 km, il se dit, mais ça va, les gars, ça va, on leur fait tout et n'importe quoi, on l'a leur met, je suis désolé, on l'a leur met, mais comme on veut, et le samedi à midi, tous les abords des stations à 200 km, c'est bouché, ça bouge partout. Voilà. Alors, dans le monde, il y avait quand même beaucoup d'étrangers aussi. Hein. Alors, il y avait les Parisiens, beaucoup de Néerlandais et beaucoup d'Anglais. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est que j'ai la même réflexion. On voit, et ça, c'est intéressant de voir les modèles de voitures. Alors, je dis pas que, mais... c'est Macron qui m'appelle, je vais devoir y aller, pardon. Il m'a encore 10 minutes. Je finis 10 minutes. Et... c'est marrant parce que là, véritablement, on a ces autruches digestives. C'est-à-dire qu'on a des gens qui manifestement sont encore un peu préservés, mais plus pour longtemps, un peu préservés de cet effondrement, mais ils vont le subir. Hein. Et ils sont encore, en fait, ils sont déjà effondrés, ils sont déjà ruinés, mais ils ne se rendent pas encore compte. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le problème, parce qu'il y a encore beaucoup trop de gens comme ça. Mais tout de même, je vais finir là-dessus, je veux dire, ces gens-là, eux, ils rigoleront pas le jour où on va leur enlever leur SUV et qu'ils pourront plus partir au ski, ça c'est évident, et que notamment dans leur vie de tous les jours, ils seront touchés. En fait, le régime, ce régime-là qui nous tient, qui nous gouverne, du moins qui nous gouverne, on va dire ça comme ça. En fait, le projet c'était de maintenir le plus longtemps possible la population française dans une apathie généralisée. Et j'en parlais rapidement. Il y a eu notamment l'abrutissement télévisuel, la sous-culture américaine. Il y a eu aussi l'effondrement de l'éducation nationale, qui est devenu le pire des temples de la propagande écologisme, wokiste, éducation sexuelle. Ça aussi, ça fait 40 ans. Alors ça, c'est un peu plus récent, mais l'effondrement de l'éducation nationale, manifestement, c'était pour faire, et j'étais un jour chez André Berkoff, je disais à André notamment qu'il est toujours mieux de gouverner les tubes digestifs que des citoyens. C'est plus simple d'avoir des tubes digestifs et des consommateurs, parce que le citoyen, il réfléchit et il fait pas n'importe quoi, et du moins il pose des questions, et ça les emmerde. Voilà. Donc, par contre, je vais venir là-dessus, parce que ce qui est intéressant, c'est que comme je tourne un peu partout en France, c'est que je vois partout en France, même dans des territoires qu'on pourrait considérer comme reculés, je vois énormément de gens qui se mobilisent, de tous les âges. Je vois énormément de gens qui se mettent dans des collectifs, qui prennent aussi des cartes à des partis, hein, c'est le cas chez DLF, c'est le cas chez les Patriotes ou d'autres. Je vois beaucoup de gens qui s'engagent en politique, qui font aussi des collectifs citoyens. Il y a combien de collectifs ici? Je sais qu'il y en a certains. Ça fait depuis les Gilets jaunes, je connais au moins une trentaine de collectifs qui m'ont contacté pour me dire qu'ils réécrivaient la Constitution. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, que ça serve ou pas, c'est pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est que le citoyen se réapproprie son destin national. Il se réapproprie à un moment donné cette capacité à se dire, je suis français, je suis citoyen, et je dois à un moment donné reprendre ce pays, et moi et d'autres, il faudra être là au bon moment. C'est pour ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que moi, quand je me déplace partout en France, eh ben, je trouve qu'il y a une espèce de ferveur qui est absolument incroyable. Et une nouvelle fois, je le dis en permanence dans mes conférences, mais c'est très difficile en fait quand on est à titre individuel de se faire une cartographie de la colère.
Alors oui, les élections, oui, mais il y a tout de même près de 50% des Français qui votent pas, il faut quand même le savoir, hein, il faut quand même avoir conscience. Et puis c'est très compliqué de se dire, tiens, là, parce que chez soi, parce que dans sa rue, parce que dans son lotissement, parce que dans son village, eh ben, il n'y a pas des palettes qui brûlent, il n'y a pas des collectifs qui occupent des ronds-points. La réalité, c'est qu'elle est tout autre. C'est véritablement une vague de fond qui est en train de se mettre en place depuis les Gilets jaunes, mais manifestement, là, elle prend quand même beaucoup d'ampleur. Et je voudrais, pour finir de la toute dernière partie, la conclusion de cette conférence, je voudrais qu'on cite quelques exemples. Regardez sur les ZFE, par exemple. Les zones de faible émission qui ont été mises en place par des zones de faible émission intellectuelle. Vous imaginez bien que la ZFE, ils ont reculé dessus. Ils ont énormément reculé. Énormément reculé. Est-ce que vous avez vu des manifs de dingue? Il n'y a pas eu de manif. Il n'y a pas eu de manif nulle part. Pourquoi ils ont reculé à votre avis? Parce qu'à un moment donné, la colère, elle monte. Ils le voient monter. Ils ont quand même des capteurs un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc sur les ZFE, Agnès Pannier-Runacher, vous savez, c'est la Joconde éco-responsable du gouvernement, qui est là depuis un certain temps, elle aussi. Ça fait un petit moment qu'elle est là, Agnès. Hein, et ben, elle nous a dit, la dernière fois chez Bourdin, ils disent beaucoup de choses chez Bourdin, je trouve. C'est intéressant, il faudrait que je réfléchisse à ça. Elle nous a dit, oui, mais c'est pas l'État, finalement, la ZFE, c'est la charge des collectivités, il faut savoir être souple, il faut savoir faire au cas par cas et tout. Donc en fait, déjà, ils se dédouanent, et puis ils reculent. C'est intéressant, dans la ZFE, on a eu aucune manifestation. Sur les auto-entrepreneurs, pareil. Regardez les entrepreneurs, ils ont reculé sur le seuil des TVA. Alors, la fédération, c'est pour ça que je vais ajouter là-dessus, la fédération des auto-entrepreneurs et des entrepreneurs m'a contacté, bien entendu, suite à une émission, pour me dire, c'est pas gagné, parce qu'ils voudraient le remettre en place au 1er mars 2025. C'est vrai, donc c'est pour ça qu'on reste très vigilants, nous, de ce côté-là, sur les auto-entrepreneurs. Mais tout de même, sur la séquence politique, on dit ça sur BFM, la séquence politique. J'ai l'impression d'être Christophe Barbous quand je dis ça. Sur la séquence politique qui vient de se fermer, on se rend compte que finalement, sur cette question-là, ils ont essayé d'enterrer comme ils ont pu. Ils ont essayé, on va suspendre, on va annuler, on va voir, on va temporiser. Là aussi, il n'y a pas eu de manifestation. Là aussi, il n'y a pas eu de manifestation. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de grandes manifs à Paris. Et à un moment donné, c'est que la pression populaire est tellement montée qu'ils ont été obligés de dire on va se calmer. Après, on verra bien ce qui va naître pour ça. Mais je veux dire, par là, c'est intéressant. Ensuite, on ne peut pas tout de même cacher ce qui se passe aux États-Unis. L'élection de Donald Trump. Ils sont en train de tout faire voler un éclat. Tout faire voler un éclat. Le vice-président qui nous a fait son discours il y a 2 jours, il a tout fait exploser. Quand il dit à la tribune que c'est pas la Chine et la Russie qui posent problème, mais la fin des valeurs fondamentales de l'Union européenne, dont la liberté d'expression, la liberté d'informer et autres, manifestement, Ursula von der Leyen, elle était livide, hein, elle était un peu palote au premier rang. Et là, on se rend compte en fait qu'il est intéressant ce qui se passe chez Trump, l'élection de Trump, l'arrivée d'Elon Musk, avec Vance, avec d'autres, et notre ami Kennedy. C'est-à-dire que c'est pas tellement pour les Français qui ont compris qu'ils sont invités qui sont là, c'est surtout pour les autres qui n'ont pas compris. C'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment les autres ils vont se rendre compte de ce qui peut être fait. Je prends un exemple très simple. Le jour où Trump est investi, qui se met à son bureau avec ses 153 parapheurs, là. C'est intéressant. Oui, c'est de la com. Oui, c'est de la com. C'est sûr, c'est de la com. Mais par contre, qu'est-ce que ça montre aux gens qui manifestement ne comprenaient pas ce que voulait dire la souveraineté? C'est-à-dire que Donald Trump, il signe ses décrets. Et il fait bien ce qu'il veut. Il a été élu par le peuple américain, une majorité du peuple américain. On ne va pas rentrer dans les détails des grands électeurs, mais peu importe. Une majorité, donc il est légitime. Et ici, sorti de l'OMS, sorti des accords de Paris, et toute une séquence, une histoire, toute une série, de mesures extrêmement fortes, surtout dans ce monde-là. On va dire progressiste pour parler très vite. La réalité, c'est que les gens se disent, Trump, il arrive, il se met au bureau, il signe des décrets, il sort de l'accord de Paris, il sort de l'OMS, il sort de ci, il sort de mi. Mais ouais, mais ça s'appelle la souveraineté, ça. Ça s'appelle le fait de pouvoir décider quand on veut, et de décider pour son pays. Alors, j'ai été élu par une majorité de Français, donc j'ai la légitimité, donc je prends les décisions sur lesquelles j'ai été élu. Et donc, je l'ai fait. Et les gens se rendent compte que maintenant, que quand on est souverain dans son pays et qu'on a les manettes, on a toutes les manettes. Toutes les manettes, on fait bien ce qu'on veut en fonction des intérêts de sa population et de son pays. Et c'est pour ça que je trouve c'est intéressant, et on verra bien ce qu'il en est. Mais on voit tout de même aussi, pour aller un peu pas si loin que les États-Unis, mais on voit ce qui se passe en Roumanie. Vous avez vu ce qui se passe en Roumanie? Le président Fantoche vient de démissionner, alors que Thierry Breton a quand même avoué qu'il y avait eu des ingérences. Après, il a fait marche arrière. Mais bon, Thierry Breton, il était tellement bon avec Athos qu'on se dit quand même que ses idées sont tellement lumineuses qu'on l'écoute. Hein. Moi, je l'écoute beaucoup, Thierry Breton. En Roumanie, donc, là, le président vient de démissionner. Ils sont en train de trembler. Et en Pologne aussi, ça risque mal de se passer. En Allemagne, il y a l'AfD dans la fin du mois. Peu importe qu'on soutienne Donald Trump ou pas, peu importe qu'on soutienne l'AfD ou qu'on ne soutienne pas l'AfD, la réalité, c'est qu'il faut se plier devant la souveraineté populaire des peuples. C'est les peuples qui décident.
c'est les peuples. Et ça, ils ont horreur à un moment donné qu'on décide contre les peuples. Donc, quand je parle de la souveraineté, elle se transcrit en États-Unis avec Donald Trump parce qu'il est élu. En Roumanie, la pression populaire, aucun média nous a parlé des manifestations en Roumanie. Nous, chez Putsch, on a interviewé des journalistes sur place, on a fait des sujets là-dessus. On voit bien qu'il y a une population incroyable, les médias ont caché ce qui se passait littéralement en Roumanie. En Allemagne, c'est l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Ouais, mais les Allemands, ils votent bien ce qu'ils veulent, en fait. Ils votent bien ce qu'ils veulent. C'est toujours pareil, on nous a fait le même coup et le Brexit. La réalité, en fait, c'est que, ce qui me semble extrêmement important, c'est que tout ça, c'est des qualités, ou du moins, c'est des symptômes de la souveraineté retrouvée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les peuples, ils veulent récupérer leur place. Et en fait, je le dis toujours dans mes conférences, et je pense que ça, c'est une idée qui m'habite en permanence, on ne gouverne jamais impunément contre son peuple. Jamais. Alors ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 15 ans. Mais à un moment donné, ça vous revient à la gueule. Ça vous revient à la gueule. Et donc, c'est pour ça que dans ce livre-là, La tempête qui vient, j'explique ça en 50 pages. Je dis simplement que l'affrontement, il est inévitable. Il est inévitable. Il n'est pas espéré, hein. Je suis très clair là-dessus avec toutes mes conférences. Il n'est pas espéré. Moi, j'appelle à rien du tout. J'appelle pas à l'insurrection, j'appelle pas à la révolte populaire. Je dis simplement qu'à un moment donné, à force de pousser le bouchon trop loin, eh ben, ça va mal se finir. Ou la question, c'est comment ça peut bien se finir. Comment ça peut bien se finir. Et donc cet affrontement est inévitable. Et quand on lit l'histoire de France rapidement et qu'on regarde les exemples que je vous ai donnés, notamment en Roumanie, en Allemagne, en Pologne ou aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump, on se rend bien compte qu'à un moment donné, il y a des points de fracture, et à un moment donné, ça claque. Voilà. Et on se rend compte de la panique de tous et chacun. Regardez-les sur les plateaux télé, toute la petite oligarchie française, toute la petite crème bruxelloise autoritaire, totalitaire, qui sont en train de vibrer sur elles-mêmes parce qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, ils sont dépassés, que la vague arrive, et qu'ils sont totalement dépassés. Et ben, c'est une vraie leçon de ces gens-là qui pensaient qu'à un moment donné, ils avaient littéralement fossilisé l'apathie populaire au plus profond de notre pays. C'est pas vrai. On ne gouverne jamais impunément contre son peuple. Et je pense surtout, et ça c'est vraiment toujours pareil, c'est que les gens comme vous qui faites l'effort d'un samedi après-midi de venir, eh ben je pense qu'on peut vraiment compter sur vous pour abonder dans la tempête qui vient. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup.